le message du dialogue est très important. Et je voudrais avoir un petit peu le retour de Christophe Eberhardt, savoir comment lui perçoit justement cette notion de pouvoir et ce dialogue de la société civile par rapport justement aux médias et au pouvoir. Quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, dans les années 90, on était encore dans ce modèle un peu, j'ai fait référence tout à l'heure, un peu pyramidal et marqué par l'idée de gouvernement. Et donc on était dans le paradigme de la démocratie représentative avant tout. Et puis quand il y a eu dans les années 2000, symboliquement un peu ce chamboulement petit à petit qu'on allait vers la gouvernance, c'était toute la question aussi de comment rendre la démocratie plus participative. Donc avec toutes les droits d'information, les panels citoyens, les analyses d'impact, enfin toutes ces choses qui ont fait qu'on a essayé en fait de s'orienter, à l'époque c'était même ça, d'une démocratie représentative vers une plus participative. Puis j'ai beaucoup travaillé sur ce genre de choses. Là maintenant on est en 2020, donc les années 2000 ont commencé depuis une bonne vingtaine d'années. Il me semble que donc les deux formes de démocratie sont complémentaires. Il n'y a pas une qui peut remplacer ou doit remplacer l'autre. Et donc autant je pense qu'il est important de développer le côté participatif, autant je pense aussi que c'est très très nécessaire et très important qu'on se rende compte à quel point c'est précieux de vivre dans une démocratie. Quand j'étais jeune, de l'âge de 10 ans à 14 ans, j'habitais en Roumanie, à l'époque c'était encore sous Ceausescu. Ça ne va pas du tout de soi de vivre dans une démocratie dans laquelle il y a des élections, dans laquelle, on vient de le voir aux États-Unis, dans laquelle il y a une transition pacifique du pouvoir, qu'une fois que les gens votent, puis ils voient pendant 4 ans ce qui se passe, et puis ils ne sont pas d'accord, ils votent pour quelqu'un d'autre. Et la responsabilité, je trouve, par rapport aux citoyens, c'est un vrai enjeu que je n'avais pas forcément vu comme ça il y a une dizaine d'années, mais qui me paraît de plus en plus important. C'est que les citoyens aussi respectent, on va dire, ces règles du jeu. En disant, est-ce que j'ai voté ou j'ai pas voté? Et puis si j'ai voté, si c'est l'autre personne qui a gagné, peut-être je suis pas content, mais voilà. Et si jamais je suis pas content avec la personne pour laquelle j'ai voté, je vote pour quelqu'un d'autre la prochaine fois. Et je ne peux pas à chaque fois... entre guillemets, sous prétexte que le pouvoir est avec le peuple, etc., parce qu'il y a aussi des temporalités, il y a des logiques institutionnelles qui sont aussi les leurs. Il y a le droit, une des belles choses avec le droit, c'est que parfois on se dit qu'il ne change pas assez vite sur certaines choses, mais en même temps, c'est cette lenteur qui donne la stabilité du droit. Donc, si on gagne des choses, on perd des choses. Donc, pour juste résumer la chose, je crois qu'un des enjeux de nos jours, c'est de bien se rendre compte que ces deux formes de démocratie sont complémentaires et très importantes, et que si on veut continuer à vivre dans des démocraties qui sont pas parfaites, mais là j'aime bien l'ancien président américain Obama, il disait souvent dans sa manière d'aborder les problèmes, il disait il ne s'agit pas d'arriver à un système parfait, ça n'existe pas la perfection, mais il s'agit de faire des petits pas pour aller dans une direction, pour améliorer un peu les choses. Donc si on arrive déjà à faire ça, c'est beaucoup. Mais donc ça ramène donc à nouveau, respectons aussi les rôles que les uns et les autres ont à jouer. Et puis par rapport à ça, que s'attendent des hommes politiques ou des ONG, etc. Je dois vous dire très honnêtement, parfois donc on m'a invité comme expert dans différents forums, que ce soit l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, des différents forums. À un certain moment, je commençais à être un peu découragé parce qu'on aimait bien ce que j'avais raconté, mais j'avais l'impression que c'était un moment pour faire rêver tout le monde. Bon, tout le monde rêve d'un monde meilleur, en dialogue, etc. Mais après, c'est un retour à business comme usual. Et souvent, les questions qu'on avait à la fin, c'était bon, alors, que faut-il changer dans le système? Que faut-il changer par rapport à ceci et cela? Et à un certain moment, en fait, moi, il y a eu un déclic où je dis, attendez, et donc c'est la réponse que j'ai faite en fait aux gens. C'est dire, écoutez, là, je sais pas, le Conseil de l'Europe, vous organisez la réunion, là, l'UNESCO, vous organisez la réunion, telle fondation, vous organisez la réunion. Ne posez pas cette question-là. C'est vous, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes mené à décider, par exemple, je vous ai donné l'exemple, pour moi, à partir des années 2013, j'ai plus eu
possibilité de financement pour faire ce genre de travail. Alors qu'il est supposé être important, que j'avais, je sais pas, mes 3-4 masters, j'étais le meilleur dans les masters, j'étais expert international dans le domaine. Mais donc d'une part, on parle à quel point c'est important, mais quand il s'agit de dire est-ce qu'on va financer pour que quelqu'un travaille là-dessus, ah ouais, mais t'es pas juriste. Et les anthropologues, oui, mais t'es pas anthropologue, parce qu'on est entre, donc on rentre pas dans les cases. Donc ça serait bien que ça soit fait, mais c'est pas à nous de le faire. Donc je dis à nouveau, oui, le côté humain, est-ce que vous prenez vos responsabilités les uns et les autres? Et donc là, moi, je ne suis pas homme politique, donc pour l'instant, là, je donne surtout les cours de tai chi, de yoga, puis je participe à certaines activités de recherche. Mais je dis, là, quel est mon rôle à jouer? Quelle est ma responsabilité par rapport à ça? Et sur les médias, donc dans le sens plus large, donc là, je ne vais pas uniquement parler sur le Covid, mais en 2 mots, je crois aussi quelque chose qui a énormément évolué, c'est qu'il y avait quelque part un commun. À l'époque, donc il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas encore tout l'Internet et tous les réseaux sociaux, etc. Donc quelque part, on pouvait être critique par rapport on va dire, la parole dominante qui était celle des médias, même s'il y avait une certaine diversité, mais c'était quand même leur parole. Et maintenant, vous avez plein de groupes qui s'enferment de plus en plus dans leur bulle. Et donc moi, ce qui m'a énormément interpellé à cause du côté participatif, c'était la primaire électorale aux États-Unis d'il y a 5-6 ans avec Bernie Sanders. Donc justement, c'était des gens qui mettaient $5. Il y avait un vrai soutien populaire. Tiens, là, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui fait de la politique, qui est dans la politique, mais qui est vraiment enraciné, on va dire, dans une base concrète. Ce n'est pas des grands donateurs, etc. Donc ça m'a intéressé. Et tout d'un coup, il y a cet autre candidat de l'autre côté qui arrive, qui est Donald Trump. Et puis on part là dans 4 ans, où on se dit, qui a commencé avec l'inauguration, où la responsable de presse dit, oui, on a des faits alternatifs par rapport à la grandeur de la foule qui était à la présidentielle. Des faits alternatifs. On est rentré dans le monde des faits alternatifs. Et là, regardez un peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est un loop grossissant énorme. Vous êtes dans un État qui sait même plus trop comment il va continuer à faire fonctionner sa démocratie à un certain niveau, parce qu'il n'y a plus de fait. Donc les experts dans la science, ça n'existe pas, c'est ce que je crois et ce que je ne crois pas, même ce que j'ai pu voir, ça n'existe pas, ce que je dis, ça n'a aucune importance, parce que je dis l'inverse le jour d'après, et j'ai même plus honte d'avoir dit l'inverse, parce que je n'ai qu'à dire ce que j'ai à dire. Donc je crois que par rapport au contexte général, par rapport aux médias, le monde dans lequel on se trouve, on est peut-être passé de quelque chose qui était plus unitaire vers quelque chose qui semble exploser dans un grand pluralisme. Mais tous les pôles sont importants et le pôle de l'unité aussi est important. Et il faut quand même qu'on se mette aussi d'accord. Oui, il y a un monde qu'on partage. Il y a certaines choses qui fonctionnent d'une certaine manière. Il y a certaines règles du jeu, on peut les changer, mais il y a aussi des règles pour comment on peut changer ces règles-là. Et donc par rapport aux médias, je crois qu'un des grands défis, mais je n'ai pas la solution je ne sais pas s'il y en a une en tant que telle, mais je crois qu'un vrai défi, c'est à nouveau oui, on est parti un peu de la bipolarité des erreurs, là je parle en tant qu'occidental, on était complètement dans l'unité, puis le pendule, il allait complètement dans l'explosion un peu post-moderne, chacun pense ce qu'il veut, etc. Mais quelque part, il faut peut-être revenir un peu à un centrage. Et là, je rajouterais, il y a une chose qui est intéressante, même si ce n'était pas la même manière, mais la perspective de Madame Malki Ben Soltan, par exemple, elle est, entre guillemets, du Sud. Les Suds, je les prends de manière symbolique, même s'ils sont au Nord, comme l'Inde ou la Chine, ils ne sont pas au Sud, mais on va dire par rapport aux représentations, la manière de parler qu'on peut avoir. Depuis des décennies, voire des siècles, ils ont l'habitude, au moins, de nous connaître, on va dire, les Occidentaux. Donc ils sont au moins biculturels. Un des gros enjeux pour des Européens, certains étaient un peu nombrilistes et n'ont jamais été obligés de se mettre à l'écoute de quelqu'un d'autre et vraiment de devoir se mettre à l'écoute, pas parce qu'on avait envie, qu'on était anthropologue, mais de devoir le faire à cause du rapport de pouvoir. Mais petit à petit, ce qu'on est en train de vivre, petit à petit, il faudra écouter de plus en plus les Indiens, il faudra écouter de plus en plus les Chinois, il faudra écouter de plus en plus... Et puis dans nos sociétés qui deviennent de plus en plus diverses aussi, il faut écouter ces différents points de vue. Donc, je m'emporte, c'est beaucoup de choses, mais je dirais, je crois que autant dans les années 90-2000, surtout en France, c'était vraiment important de mettre l'accent sur le côté pluralisme, et que je crois qu'il faut continuer à mener ce combat, pour que les gens ouvrent un peu leur horizon.
En même temps, je crois qu'un nouvel enjeu qui est très très important de nos jours, c'est oui, mais c'est quoi notre horizon commun? C'est ça. Il faut aussi un horizon commun, parce que c'est bien beau de s'enrichir dans les différences, mais il ne faut pas que ça devienne justement l'enfermement dans nos bulles complètement solipsistes, où dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne me plaît pas, je suis agressé parce qu'il m'a agressé. Le pluralisme signifie aussi un dialogue où sur certaines choses on n'est pas d'accord et on ne sera jamais d'accord. C'est pour ça que je disais, cette citation de Robert Vachon, le vrai dialogue interculturel, de manière générale, il est crucifiant mais libérateur. Mais ce côté-là, donc d'accepter que l'expérience humaine est aussi difficile, que de construire du commun, c'est difficile, que parfois pour avoir une toute petite évolution, c'est des années d'efforts et des milliers de personnes qui luttent et qui se mobilisent, etc. C'est extrêmement important. Et donc sur le côté associatif, ne pas non plus penser, donc si on se place maintenant de l'autre côté, on n'a pas besoin toujours de l'État pour agir. Pour faire du bien et apporter un peu d'immunité, de centrage et peut-être de santé psychologique à mes élèves de Tai Chi, j'ai le droit de donner des cours de Tai Chi, de yoga, etc. Et en faisant ça, il y a des partages qui se mettent en place et on n'a pas besoin de plus d'État par rapport à ça. Donc aussi en tant que citoyen, prenons aussi nos responsabilités où on est, ben comme vous le faites avec votre travail par rapport à la dialogue de Méditerranée. Vous n'avez pas demandé à un gouvernement si vous avez l'autorisation institutionnelle. Non, je ne sais pas d'organisme. Non, vous avez lancé votre affaire et il y a des belles choses qui se créent. Parfois, ça mène aussi à des changements institutionnels. Mais émancipons-nous. Là, je parle plus en tant que, surtout pour les Français, parfois qui sont vraiment devant le gouvernement et la loi, etc. Oui, vous allez dans beaucoup de contextes du Sud, entre guillemets, une grande partie de la vie s'est fait hors du modèle occidental qui était supposé être celui qui gérait les choses. Donc on dit, il y a plein de choses qu'on peut faire à côté, il y a plein de choses qui se passent à côté. Donc oui, le pouvoir est important, mais rendons-nous compte aussi de notre propre pouvoir que chacun d'entre nous a. Et comment l'utiliser de manière responsable pour un vivre ensemble plus responsable, plus convivial, plus harmonieux.